Au moment où Paris affiche un programme ambitieux pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne jusqu'à fin juin, deux pays apparaissent comme les empêcheurs de tourner en rond, les chantres de l'illibéralisme qui remet en cause l'état de droit. La Pologne et la Hongrie ont en fait une autre vision de l'Europe. Membres de l'espace Schengen, mais pas de la zone euro, Budapest et Varsovie préconisent une autre Europe que celle d'Emmanuel Macron. Ils préconisent une union plus économique que politique. Et surtout une Europe des nations où la priorité, c'est la souveraineté de chaque pays. Les deux pays sont très différents. La Pologne se voit d'abord comme le poids lourd de l'Europe de l'Est. 310 000 km², 38 millions d'habitants, elle demande donc à être légitimement prise au sérieux par Bruxelles. Et puis, la Pologne possède un grand voisin, à moins de 800 km à l'Est, la Russie, qu'elle perçoit comme une menace. Elle attend donc de l'Europe qu'elle la protège. La Hongrie, c'est à la fois le cœur de l'Europe centrale et en même temps un pays enclavé, sans accès à la mer, de taille modeste. 93 000 km², 10 millions d'habitants. Elles se sentent encerclées. Cela peut expliquer des réactions de citadelles assiégées, de méfiance vis-à-vis de tout le monde. Les deux pays sont profondément marqués par des traumas historiques. Ils ont donc l'espoir de restaurer leur grandeur passée, de restaurer leur souveraineté nationale, souvent bafouée au cours des siècles passés. Et c'est un paramètre essentiel pour comprendre leur relation à l'Europe. Le trauma de la Pologne est lié au fait que le pays, puissant du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, a ensuite en quelque sorte été rayé de la carte pendant 2 siècles, occupé par différentes puissances, la Prusse, l'Autriche, la Russie, puis la domination de l'Allemagne nazie, puis l'occupation soviétique jusqu'en 1989. Et la Russie, en particulier, aujourd'hui, est toujours perçue donc comme une menace. C'est lié notamment à un trauma particulier, le massacre des officiers polonais par les Russes à Katyn en 1940. Le trauma de la Hongrie, lui, remonte à juin 1920 et au traité du Trianon. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois est disloqué, il perd les 2/3 de son territoire et son accès à la mer Adriatique. Cela explique donc une forme de méfiance vis-à-vis des Européens. Et il y a aussi une méfiance vis-à-vis de la Russie, conséquence là encore de la domination soviétique jusqu'en 1989, avec notamment l'épisode des chars de Moscou à Budapest en 1956. En adhérant à l'Union européenne en 2004, puis à l'espace Schengen en 2007, les deux pays espèrent donc que l'Europe va les protéger en tant que nation et surtout ne gomment pas leur identité nationale. Pour les deux pays, la présence dans l'Union européenne est déterminante. L'aide économique de Bruxelles est majeure. La Pologne et la Hongrie sont les deux premiers bénéficiaires nets des fonds européens. 13 milliards d'euros et 5 milliards d'euros respectivement en 2020. Ces fonds, en particulier les fonds dits de cohésion, ont permis à ces deux pays de rattraper une partie de leur retard vis-à-vis de l'ouest du continent. Construction d'autoroutes, de voies de chemin de fer, de centres culturels, etc. Et aussi l'aide de la politique agricole commune, 1 million de bénéficiaires, même un peu plus, en Pologne. Et puis les fonds européens doivent aussi aider ces deux pays à opérer leur conversion écologique. Le charbon reste aujourd'hui la première source d'énergie en Pologne. Ce rattrapage économique, dans les deux cas, s'est aussi accompagné de mutations brutales. Le passage en quelques années d'une économie collectiviste à une économie de marché. Les deux pays ont connu une forte croissance, en particulier la Pologne, mais le rattrapage n'est pas complet et cela explique la réticence à rejoindre la zone euro. Les deux pays ont l'Allemagne comme premier partenaire commercial. Mais ils cherchent à diversifier leurs partenaires. La Chine, notamment, est désormais le deuxième fournisseur de la Pologne et elle voit les deux pays comme une porte d'entrée vers l'Europe à travers ces fameuses nouvelles routes de la soie. En résumé, les deux pays sur ce point voient donc l'Union européenne d'abord comme une union économique, une zone de libre-échange, pas une union politique fondée sur des valeurs.
Les deux pays sont donc membres de plein droit de l'Union européenne depuis 2004 et de l'espace Schengen depuis 2007. Mais ils n'ont pas la même conception que les membres fondateurs sur les devoirs que cela implique. D'où les contentieux multiples en série entre Bruxelles d'un côté, Varsovie et Budapest de l'autre, sur le respect de l'état de droit. Sur ce plan, l'Union européenne a donc multiplié les procédures contre les deux pays. Sur la liberté de la presse sous l'été noir en Hongrie, sur le droit à l'avortement, sur les droits de la communauté LGBT+, sur les droits des ONG, sur le maintien de l'état d'urgence et sur l'indépendance de la justice. En particulier, Varsovie cherche à contrôler, à nommer les juges. Et Varsovie estime aussi que le droit polonais est supérieur au droit européen. Et là, on touche à un désaccord majeur. Pour Varsovie et Budapest, le fait de restreindre l'état de droit est parfaitement compatible avec le fait d'appartenir à l'Union européenne. Pour Bruxelles, non. L'Europe, en représailles, brandit donc des sanctions dans le cadre de l'article 7 du traité de l'Union européenne sur ses valeurs fondatrices. Mais la procédure est enlisée parce qu'il faut l'unanimité pour parvenir à établir ces sanctions. Or, les deux pays font bloc pour éviter cette unanimité. L'Union européenne a donc dégainé une autre arme, le gel des fonds de relance post-Covid qui ne nécessitent pas l'unanimité. Sur le plan juridique, encore deux précisions. D'une part, Varsovie et Budapest font partie du groupe de Visegrad, qui regroupe également la République tchèque et la Slovaquie. C'est une instance de lobbying politique de l'Europe centrale qui a été relancée après la grande crise migratoire de 2015. Et puis, les deux pays font également partie de l'alliance commerciale 16+1 avec la Chine, qui regroupe là aussi la plupart des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Dans les deux cas, nous sommes en présence de dirigeants nationalistes, mais avec des différences. En Pologne, l'homme fort depuis 20 ans, c'est Jarosław Kaczyński, même s'il n'est plus aujourd'hui président ou Premier ministre. C'est le patron du parti au pouvoir, le PiS, Droit et Justice. Il a 72 ans et il défend depuis toujours une Pologne catholique et conservatrice, d'où ses positions sur l'avortement ou la communauté LGBT, aux antipodes des positions européennes. Et puis, Jarosław Kaczyński est très méfiant vis-à-vis de la Russie, en particulier depuis la mort de son frère Lech dans l'accident d'avion de Smolensk en Russie en 2010, dans des circonstances controversées. En Hongrie, Viktor Orbán, 58 ans, au pouvoir depuis 2010, est un profil plus curieux. Venu au départ d'un centre presque libéral, il a dérivé progressivement vers un autoritarisme centralisé, fait de népotisme, de corruption aux accents xénophobes et antisémites. Ce n'est pas un catho tradi comme Kaczyński en Pologne, c'est plutôt un populiste arriviste d'extrême droite. Mais les deux hommes ont donc un point commun, ils considèrent tous les deux que la souveraineté, l'indépendance de leur pays est une priorité avant l'Europe. Et ils ne sont d'ailleurs pas loin de considérer que l'Union européenne est en phase d'affaiblissement au profit de la Chine. Cela dit, dans les deux cas, ils doivent composer avec une opposition politique qui monte en puissance et surtout avec des populations très europhiles. Plus de 80% des Polonais et des Hongrois sont satisfaits de leur présence dans l'Union européenne. Et ils sont encore plus de 55% à avoir confiance dans les institutions européennes. En France, c'est 36%. Donc ni la Pologne ni la Hongrie ne sont des pays eurosceptiques. Au contraire. En résumé, la relation de ces deux pays à l'Union européenne est protéiforme, complexe. Ils veulent de l'Europe, ils en ont besoin économiquement. Mais ils ne veulent pas que l'on touche à leur indépendance. Et leurs dirigeants ne veulent pas que l'on se mêle de leur penchant autoritariste.